OK. Bonjour, ici André Fauteux, la Maison du 21e siècle, en ce lundi 3 février 2020. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir Benjamin Zizi, qui est coordonnateur technique et évaluateur lead chez Cohabitation, et Jean Stamfler des Constructions du patrimoine JS de Montréal. Et pour parler d'un projet très spécial, mais pour débuter, on va demander à Benjamin de nous présenter brièvement qu'est-ce que le programme LEAD. Donc, le programme LEED, c'est un programme d'évaluation pour évaluer la performance écologique d'une maison ou d'un bâtiment en général. Donc, LEED, c'est un programme qui a été créé il y a quelques années déjà et qui évalue toutes sortes de projets. Dans le cas de Jean, c'est un projet résidentiel. Donc, on a utilisé euh, le processus LEED d'évaluation pour le résidentiel qui s'applique. Et dans ce cas-là, c'était le LEED habitation et unifamilial en rangée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue tous les critères qui s'appliquent à un projet. Il y a une liste de critères qui doivent être respectés obligatoirement dans le cadre de la certification pour s'assurer qu'il y a une performance environnementale minimale. Et ensuite, on va donner des points pour certains critères qui vont plus loin que les préalables pour atteindre un niveau LEED certifié. Et après, on peut aller chercher soit du argent, du or ou du platine, donc selon la performance qu'on obtient. Dans le cas de Jean, on était allé faire du lead un peu spécial parmi ceux-ci, c'était du lead pour de la rénovation. Donc, dans le cas de l'habitation, tous les projets de rénovation sont acceptés à condition qu'on fasse une rénovation qu'on appelle, je vais rester en français, mais complète. Ça veut dire qu'on va stripper tous les murs, tous les assemblages au complet pour que l'évaluateur, donc dans ce cas, c'était moi pour son projet, soit capable de voir l'intérieur des murs, voir quels sont les matériaux qui ont été utilisés, faire des tests de performance, etc., pour finir par être capable de certifier le projet. D'accord. J'espère que Et, ça passe le ouais. porte-large. Et puis, peux-tu, s'il vous plaît, nous nommer les catégories dans lesquelles vous donnez des points et des exemples de préalables? Oh oui, bonne question. Il y a des catégories qui touchent. Bon, il y a quelques petites catégories que je vais passer, là. Mais les gros, c'est l'emplacement. Donc, on va évaluer la proximité avec certains services qui sont liés à l'emplacement du projet. Donc, en partant, un projet qui est situé très loin de tous les services va faire qu'il y aura beaucoup de déplacements de voitures. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on évalue avec l'ID. On va aussi regarder beaucoup la performance énergétique. Donc c'est dans le cœur du programme LEED, c'est l'énergie, donc l'efficacité énergétique. Nouveau Donc chaque climat projet serait qu'on évalue, nouveau climat serait le seuil minimum? oui, à peu près, exact. Nouveau climat, ça vise à peu près 25 à 30 d'efficacité pour toutes les exigences objectives. Et LEED, ce serait la même chose. Donc, par rapport à un scénario code, on va viser 30 minimal d'efficacité énergétique. Ah, donc, c'est mieux Donc, que ça, c'est évalué. nouveau climat, en fait, c'est 20 d'économie sur le chauffage. Oui, c'est possible. Que ce soit pas exactement 25 à 30, mais dans les faits de ce qu'on voit de tous nos projets LEED, un projet qui fait nouveau climat va se certifier LEED sans aucun problème pour la partie énergétique. Donc LEED, oui, c'est un bon résumé, c'est du nouveau climat plus. On peut aller même plus loin que nouveau climat. Donc on va faire une modélisation énergétique sur tous les projets qu'on évalue. On va faire des tests de performance qui sont les mêmes que nouveau climat. Donc nous, on pousse toujours tous nos clients à faire la certification nouveau climat aussi, si c'est possible, parce que comme ça, ils vont avoir d'autres yeux encore sur leur projet. Et c'est ça. Ouais. Et Subvention. puis des retours en argent, en subvention. Et c'est ça. Et donc avec LEED, on va regarder l'énergie. On va aussi regarder les économies d'eau, évaluer comment est-ce qu'on peut réduire notre consommation d'eau. Et puis peut-être utiliser plus d'eau de pluie, utiliser des systèmes de recyclage d'eau. On va regarder les matériaux, donc voir à ce que les matériaux soient recyclés, soient le plus possible locaux, euh, et bien gérer les matériaux sur le chantier aussi, donc trier
et recycler les déchets qui sont générés pendant la construction. Pour les matériaux aussi, on va avoir beaucoup d'impératifs qui concernent l'aspect sain des matériaux, les émissions de colle, les émissions de polluants. Et pour les émissions aussi, on va s'assurer qu'il y ait une très bonne ventilation sur tous les projets LEED. Donc, par exemple, un exemple de minimum pour LEED, actuellement, on a upgradé le niveau LEED depuis, ça fait 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on en est avec le LEED V4. Et puis, pour la ventilation, on va s'assurer que les hottes de cuisine évacuent au moins 100 CFM. Donc, ça, par exemple, on va le tester pour s'assurer que les systèmes ont un minimum en performance. Qu'est-ce que ça fait pas mal le portrait de LEED. Les 4 plus grosses choses, ça va être c'est ça, l'emplacement, l'énergie, l'eau, les matériaux, ben, c'est plus que 4, pardon, et puis la qualité des environnements intérieurs, donc avec le choix des produits et puis les systèmes pour le renouvellement de l'air. Et j'en oublie un aussi, on va aller jusqu'à l'aménagement paysager pour le choix des plantes, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune plante envahissante sur le projet, s'assurer que l'eau de pluie s'infiltre le plus possible sur le terrain pour éviter de perturber les écoulements naturels des eaux. Et puis aussi, surtout dans les milieux urbains, on va regarder les indices de réflectance solaire des toitures pour limiter les problèmes comme les îlots de chaleur. Bon, ça, j'en nomme quelques-uns. LEED, c'est très complet, il y a beaucoup d'éléments et ça donne souvent beaucoup d'indications au projet, beaucoup d'idées au projet. Puis, donc, on fixe un seuil minimum et puis ensuite, on donne des idées pour améliorer son projet au niveau de l'impact environnemental. Et nous, notre travail chez Évaluation et Cohabitation, c'est de venir évaluer c'est ça, un projet dans le processus d'évaluation. Donc, on agit à titre de consultant. On ne va pas faire de la conception, mais on va venir inspecter les projets, faire des tests de performance. Et Emmanuel Cosgrove est le fournisseur de services de LEED Habitation au Québec. Donc, lui, il va s'assurer qu'un dossier qui est monté par un évaluateur comme moi a été bien monté. Il va poser des questions à l'évaluateur pour faire une première vague de vérification. Et ensuite, il va défendre le projet auprès du Conseil américain. Et si tout va bien, le projet est certifié tout simplement. Oui, merci, c'est un bon tour d'horizon. Dis-moi, juste avant de poursuivre, le coût de la certification typiquement pour une maison unifamiliale. Pour une maison unifamiliale, de mémoire, ça tourne autour de 3 500 $, tout compris, avec tous les frais d'évaluation, de modélisation, d'inspection. Et il y a aussi les frais d'inscription et de certification auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada. Et l'infiltrométrie est comprise? Oui, tout est compris. Donc, quand on a un projet qui est nouveau climat, on fait des réductions parce qu'on est plus obligé de faire le test. Donc, on adore ça, moins travailler. Mais donc, ça fait des belles synergies. Donc, oui, dans le cas de nouveau climat, c'est plus exactement le même prix. Bien, c'est ça, j'allais dire, évidemment, c'est très bien marié, ces deux programmes-là. J'espère qu'un jour, on va avoir un nouveau climat plus, un jour plus prochain que lointain, parce que malheureusement, il y a toutes sortes de critères qui sont dans l'île, qui étaient dans le programme R2000 fédéral depuis 1994, les critères de qualité d'air et d'économie d'eau, entre autres, et qui ont été retirés de Nouveau Climat qui s'appelait V2, version 2, pendant quelques années. Exact, Parce que beaucoup d'entrepreneurs trouvaient ça trop compliqué. Mais moi, j'invite les gens à aller sur votre site ecohabitation.com/LEED, L-E-E-D, pour voir tous les critères. Qu'on fasse certifier ou non, tout le monde devrait faire ça, mais ça devrait être obligatoire dans le code du bâtiment, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord. Et LEED essaye toujours de se situer en amont des codes pour modifier le marché. C'est une certification qui démarre à un niveau de base, donc on peut aller chercher des LEED platine qui vont leader le marché encore plus que du LEED de base. Donc c'est vraiment une certification qui a été écrite pour modifier le marché. Donc on essaye toujours avec LEED de se situer en avant sur les codes. Donc, des fois, il y a des codes dans certains États qui sont, ou provinces qui sont plus en avance. Donc, oui, idéalement, on aimerait que ce soit ça au Québec. C'est ça. On espère aussi que la reconnaissance de la certification soit mieux
faites un peu partout au niveau des instances financières ou des municipalités. Donc, il y a certaines municipalités qui offrent des congés de taxes, par exemple. On travaille souvent beaucoup avec les municipalités pour offrir ça. Donc, c'est ça. On espère juste que de plus en plus de projets aillent faire le plus de critères qui sont dans le lead ou qui vont même plus loin que ça possible. Et puis, c'est ça. Qu'on fasse certifier ou non, là, ça dépend. C'est un choix personnel. C'est de l'argent. Donc, il y a des gens qui vont vouloir construire pour revendre. Donc, ils vont vouloir un tampon lead. Il y en a d'autres qui se font un projet pour eux. Donc, c'est un surcoût qui n'est pas nécessaire. Donc, ils vont pas faire la certification. Mais dans ce cas-là, complètement, on conseille d'aller regarder ce qui se fait. On conseille de faire les tests de performance. Parce que ça, c'est vraiment un des avantages du programme. Et puis, on a fait un document où on a traduit tous les préalables. Donc, sur notre site web, pour le moment, il y a le document de guide des préalables pour le lead V4. Donc, là-dedans, il y a tous les critères des préalables pour lead. Donc, ça peut servir de bonne source d'inspiration aussi. Donc, oui, un lead dans l'habitation, tout le monde a sa raison de le poursuivre. Et puis, si on ne le poursuit pas, ben, ça reste des bonnes idées. Donc, il faut regarder ça avec Ben, attention. c'est plus que des bonnes idées. En fait, c'est essentiel. C'est pas un luxe, d'après moi, si on parle de santé des occupants, si on parle de même regarder le contenu en carbone des matériaux. On s'en va vers ça, tout ce qui est économie d'énergie, non seulement, mais aussi réduction des gaz à effet de serre. Et puis, vous obligez aussi les entrepreneurs à former les propriétaires lorsqu'ils remettent les clés d'une maison. La Oui. communication, le suivi, c'est fondamental et c'est le seul programme où on l'exige. Et dans cette mesure-là, tous ces facteurs-là, même la gestion des déchets, c'est pas un luxe aujourd'hui, on le voit avec le marasme de l'industrie du recyclage. D'après moi, toutes les villes ou tous les gouvernements devraient dire, ben, si vous obtenez la certification LEED, on va vous donner une subvention additionnelle. Complètement. Je peux C'est rien pas dire contre de la plus. vertu, hein? Non. Bon, ben merci. Alors, tu pourras revenir tantôt. Quitte-nous pas, mais on va passer à Jean. Merci, Benjamin. Alors, Jean, explique-moi depuis combien d'années tu fais de la construction, de la rénovation et un peu ton amour pour les vieux bâtiments. Ça fait 6 ans que mon entreprise est en fonction. L'amour des vieux bâtiments, je pense que c'est venu tout seul. C'est juste joli. C'est plus beau que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Je trouve ça a un cachet, ça a une âme, ça parle, il y a de l'histoire. Donc, c'est venu tout seul. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans plusieurs constructions qui étaient quand même assez vieilles. On parle de 90 ans en montant. Puis, on finit par apprendre. C'est pas facile. C'est pas n'importe qui peut aller faire des vieux projets du patrimonial parce que, premièrement, ça sera probablement plus un menuisier qu'on va avoir besoin, mais un ébéniste. Donc, on s'entoure des gens. Puis, tu sais, veux pas, moi, mes projets, je les fais parce que j'aime ça, que j'y mets du cœur. Comme on s'était déjà parlé, moi, faire des beignes, comme dans les où À la ils chaîne, vendent des beignes à la production, à la chaîne. J'aime pas vraiment ça. J'aime mieux faire un beau projet. Ce qu'on disait, c'était une belle pièce de pâtisserie au lieu de faire des petits beignes à la chaîne. Puis c'est juste le plaisir que j'ai à les faire qui m'a apporté vers ce milieu-là. Puis tant qu'à faire du patrimoine, puis les prendre, les transformer au goût du jour, mais toujours en gardant les éléments architecturaux puis la beauté du patrimoine. Mais qu'est-ce que je veux dire au goût du jour? Ce serait plutôt performant comme ça devrait être aujourd'hui. Performance énergétique. Parce que veux pas, les bâtiments patrimoniaux, c'est des passoires. Des changements d'air à l'heure, on peut trouver des 4, des 5, des 6 changements d'air à l'heure. Moi, je vise plutôt les 1, 1,2 changements d'air à l'heure. Donc, mon patrimonial, je suis capable de le transformer en projet qui aura les mêmes exigences, qui va rencontrer les exigences de l'île puis de nouveaux climats. Donc, c'est ça. C'est venu, c'est pas moi qui ai choisi d'aller vers le patrimoine, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. J'ai eu du plaisir à le faire. C'est beau, c'est plaisant. On travaille avec des intervenants que autrement on ne travaillerait jamais avec eux. Parce que c'est vraiment des trucs particuliers. les Puis, artisans. tant qu'à mettre de l'effort et de l'amour dans un projet, aussi bien de le mettre dans quelque chose qu'on aime. Puis,
j'ai découvert que j'avais de l'amour et de la passion pour les bâtiments patrimoniaux. Oui. C'est Ben, plaisant à faire. Il n'y a pas grand monde qui sont capables ouais, de ça faire prend ça. beaucoup d'expertise. Ben, avec l'amour Oui. vient souvent des déchirements. J'aurais une petite question pour Benjamin avant que tu présentes en détail ton projet, Jean. Moi, dans une vie antérieure, quand j'ai quitté la Gazette en 88, j'ai travaillé 5 ans chez Habitabec et j'ai souvent écrit sur la protection du patrimoine. Alors là, évidemment, j'étais du côté des historiens, des architectes comme Michael Fish, Héritage Montréal, qui voulaient sauver à tout prix les vieux bâtiments. Et ça nous crevait le cœur de voir des bâtiments laissés à l'abandon qui étaient en train de pourrir et de s'effondrer sur eux, qui devenaient dangereux très souvent. Et c'était un peu polarisé le débat. C'était comme les gros méchants promoteurs d'un bar qui veulent tout démolir, puis raser, puis recommencer à neuf, et les amants du patrimoine, les amants de la vertu. Mais tu vas nous expliquer dans quelques secondes que c'est pas mal plus compliqué que ça. Mais Benjamin, vous qui, chez Cohabitation, vous parlez beaucoup aux municipalités, vous avez des programmes, vous êtes partenaire avec eux. Est-ce que vous avez abordé cette question de la protection du patrimoine et surtout la sauvegarde des bâtiments qui sont abandonnés et qui sont dangereux et qui, justement, il n'y a pas de fonds, semble-t-il, il n'y a pas de budget pour les sauver, ces bâtiments-là. Est-ce que vous avez touché un peu à ça au patrimoine chez Cohabitation? Alors, sur le patrimoine, pas toujours, parce que c'est pas forcément notre combat. Par contre, on adore ça. Et puis, on est vraiment pour la sauvegarde du bâti. Patrimoine bâti, Et puis oui. pour les rénovations, c'est ça, parce que c'est vraiment beaucoup moins d'impact environnemental que de rénover une maison, plutôt que Oui. d'en construire une neuve, et puis de continuer à habiter quand même des vieilles maisons avec les factures d'énergie qui vont avec, et puis souvent des matériaux pas très simples pour aller patcher les trous qu'on trouve un petit peu partout dans les vieilles maisons. Donc vraiment, les rénovations, c'est très valorisé dans le milieu environnemental, puisqu'on limite vraiment l'impact carbone de l'utilisation de nouveaux matériaux, même si c'est pour des bâtiments qui sont quelquefois plus performants. Ben, quand on regarde l'impact carbone d'une rénovation euh, contre une nouvelle construction qui est peut-être dans les meilleurs qui sont faits dans l'année, une rénovation a tendance à toujours gagner, même si c'est peut-être pas le meilleur test d'étanchéité à l'air qu'on va avoir, tout simplement parce qu'on va réutiliser beaucoup de matériaux, la structure, et puis si on arrive à récupérer du solage et des fondations, c'est vraiment gagnant là. Dans les plus gros impacts environnementaux d'une maison, c'est vraiment les fondations et la structure. Donc, si on arrive à récupérer ça au niveau environnemental, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, ça, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Cohabitation. On favorise le plus possible la rénovation. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous posent des questions tous les jours sur des problèmes dans l'existant. Donc, on répond à tout ça du mieux qu'on peut. On accompagne aussi beaucoup de gens dans le neuf. Mais c'est ça, la rénovation. Je pense que c'est ce qui nous fait tous triper plus. Et personnellement, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui se lancent dans de la rénovation pour viser des performances qui sont égales ou même plus loin que du neuf, parce que c'est vraiment un gros paquet de problèmes et c'est courageux. Mais c'est ça qu'on cherche. Et puis avec LEED, dès qu'on va réutiliser des matériaux, donc ça compte comme de la récupération dans le fond, de réutiliser une charpente existante. Ça va être des points automatiques parce que c'est de l'impact environnemental neuf qu'on évite avec de la réutilisation. Donc, c'est aussi des gros bénéfices dans LEED. En général, un projet en rénovation avec LEED, si on arrive à atteindre les prérequis, on va vite chercher du LEED hors de base, juste en réutilisant les matériaux, parce que l'enjeu, ça devient plus d'atteindre les prérequis dans ce cas-là. Ben, merci. J'espère qu'on va voir de plus en plus d'incitatifs fiscaux, municipaux, sinon provinciaux, pour sauver ces vieux bâtiments-là. Alors, Jean, parle-nous de la Maison du Peintre, boulevard Gouin Est. C'est à Pierrefonds, à Saragui, antique. Hein? C'est à Antique, dans le Ouais. Sourd-Récollet. C'est à Sourd-Récollet. Il l'appelait la Maison du Peintre parce que André Turpin, qui est peintre-sculpteur, a vécu plus de 20 ans dans cette maison-là.
Ouais. Puis, au final, quand M. Turpin est parti, la maison était déjà en très mauvais état. La maison comportait comme revêtement extérieur du papier brique et à l'intérieur, par manque de connaissances, ils ont été mettre du styrofoam du style le styrofoam rose qu'on retrouve pour isoler, parce qu'il n'y a pas d'isolation, c'est un carré de madrier, puis ensuite du gyps, de la lave, puis du plâtre. Pourquoi c'est Donc, ils ont déconseillé de créé mettre un ça? genre... Pourquoi? Oui, le Pardon? désavantage de mettre le polystyrène à l'intérieur sur ces vieux murs-là, c'est Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont créé un ziploc. On a du papier brique à l'extérieur qui est dans le fond du carton avec du goudron. Puis à par vapeur. l'intérieur, on a une autre membrane qui est par air, par vapeur. Donc, l'humidité qui réussissait à migrer dans les joints de styrofoam restait emprisonnée dans ces murs-là. Il ne pouvait jamais s'évacuer. Donc, la maison avait de gros problèmes de moisissure, de pourriture. Les poutres au sous-sol étaient pourrites, étaient cotties. Donc, on avait de la pourriture sèche, on avait de la pourriture qui n'était pas sèche. Donc, les poutres se sont effondrées. Puis, quand je suis tombé sur ce projet-là, j'ai été rencontrer la ville. Puis, je suis tombé sur une amoureuse du patrimoine qui m'a dit, tu vas la sauver. Fait que j'ai commencé, au début, je trouvais que c'était un peu dur d'essayer de sauver ça parce que ça fait 3-4 ans qu'il mouille dedans. Puis, juste pour faire une petite parenthèse, souvent, on voit les réseaux sociaux sont forts aujourd'hui. Puis là, tout le monde, sans trop savoir de quoi il parle, commence à dire que ça n'a pas de sens de démolir parce qu'ils voient les avis de démolition ou ils voient les demandes, que ça n'a pas de sens, que le propriétaire n'aurait jamais dû laisser aller la maison, que la ville a été complaisante avec le propriétaire, qu'il n'a pas donné d'amende. Dans ce cas-ci, le propriétaire était vieux, puis il avait des problèmes de démence. Donc, ça faisait plusieurs années qu'il ne payait plus de taxes, d'impôts. Puis, veut pas, le gouvernement a mis une hypothèque légale sur le bâtiment. Donc, c'était un peu une patate chaude des mains des héritiers. Puis, quand tu n'as pas d'argent pour le rénover, ce que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? Tu ne peux pas rien faire. Donc, c'était quand même un cas particulier. Donc, fermer la parenthèse, la famille était prise avec ça. Le père, qui ne peut pas plus s'occuper de cette maison-là, a fait qu'il y a eu des dettes et des dettes et des dettes, au-dessus de 100 000 de dettes dues au gouvernement. J'ai racheté. La personne à l'arrondissement de Nistic-Cartierville m'a demandé de rénover. J'ai fait une soumission pour rénover, voir quels seraient mes coûts. Cette maison-là comportait 20 fenêtres et 12 portes. On m'exigeait de remettre des fenêtres à guillotine en bois. La soumission la plus basse était de 175 000 et la plus élevée était de 215 000. On parle de 20 fenêtres, 12 portes. On Juste les s'entend-tu qu'entre fenêtres 160 juste des fenêtres et des portes, à ce prix-là. entre 175 000 et 215 000 on peut s'acheter une maison flambant neuve en région. Je comprends. Donc, déjà là, ça n'avait pas de sens. Puis, la poutre centrale qui est effondrée au sous-sol, une fondation de moellons que les racines passent au travers, de la moisissure partout. On a eu des tests de microbiologistes. Un ingénieur en structure est passé. L'ingénieur en structure a statué que la maison pouvait s'effondrer à n'importe quel temps sans aucun avertissement. Les taux de concentration de spores dans l'air ambiant étaient de 500 000 plus élevés que ce qui est recommandé. Donc, impossible à rénover. Puis, ça a duré 3 ans. Ça m'a pris 3 ans d'obtenir le permis de démolition. C'était protégé par la Ville de Montréal et par le ministère de la Culture et des Communications de Québec. Donc, c'est quand même comme 2 Goliaths que j'avais à me battre contre parce que, décidément, la personne à la ville, malheureusement, tellement amoureuse de patrimoine, même après être venue visiter, martelait toujours que ça devait être rénové. C'est impossible. On parlait d'une rénovation d'environ 1 million. Tu sais, quand on a 175 à 215 000 de portes et fenêtres, là, on a juste fait des portes et fenêtres. On n'a pas fait le restant. Donc, de dire qu'il faut sauver le patrimoine, oui, mais pas à tout prix. Quand on voit que ça n'a pas de sens et que les coûts. De toute façon, qui va être capable de payer pour ça? Il n'y a pas grand monde qui sont capables d'aller mettre 1 million, puis tu as encore des fondations en moellon avec des infiltrations d'eau. Donc, au final, ils ont opté pour une démolition le jour que la galerie arrière s'est effondrée, puis que le mur mitoyen, excusez-moi, c'est pas un bâtiment mitoyen, mais le mur qui donnait chez le voisin était sur le point de s'effondrer. La cheminée avait déjà commencé à tomber. Donc, pour des raisons de sécurité, j'ai obtenu mon permis de démolition. Puis, à partir de là,
j'avais proposé à l'époque à la municipalité, j'ai dit, écoutez, je vais vous faire une copie conforme de l'existant. On m'a dit non. Il dit, quand on démolit, c'est pour passer à autre chose. On ne fait pas de façadisme, puis on ne recommence pas les trucs du passé, on passe à autre chose. Faites-nous des plans contemporains. Ce que j'ai fait, et évidemment au CCU, ça a été refusé. J'ai eu énormément d'opposition. Le CCU qui était plus ou moins chaud, il y a une association qui s'appelle l'Association des Amis du boulevard Gouin. Ce sont des résidents qui restent dans le Sault-Récollet, qui veulent sauver le patrimoine. C'est correct. Quand il peut être sauvé, on le sauve, mais quand on était rendu avec ce que moi j'avais, c'était impossible à sauver. Même Cité Historia, qui est le musée du Sault-Récollet, qui retrace l'histoire de l'arrivée des Français dans les années 1600, a dû... non, ça, c'est pas la bonne, André, que tu nous montres. C'est pas celle-là. OK. Non, ça, c'est Chambord. Ça, c'est toutes des photos que tu m'as données. Là. Je vais passer à travers toutes les photos que j'ai de toi. Oui. Ça, c'est quand vous avez reconstruit. Oui, ça, c'est le boulevard Gouin. Ça, c'est la maison du peintre. Okay. Donc, c'est ça, on a eu beaucoup d'opposition. Même, comme je disais, Cité Historia, qui s'occupe du musée du Sault-Récollet, a eu son mot à dire là-dedans. Donc, ça fait beaucoup d'intervenants qui viennent mettre leur grain de sel sans toujours avoir des connaissances en construction ou en rénovation ou en décontamination. Donc, c'était assez compliqué. Mais j'ai eu le permis, puis les photos que tu es en train de nous montrer, André, je ne sais pas si les gens vont les voir pendant qu'on se parle, c'est ce que j'ai construit. Donc, cette construction est certifiée Nouveau Climat 2.0. Elle est certifiée LEED Or. J'étais sur le point d'avoir platine, mais il me manquait du pays autour des arbres, donc je l'ai laissé aller or. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, elle était certifiée aussi Net Zero Ready par Owens Corning. Donc, ce que tu nous as montré, tout l'isolant rose, tout le rose, c'est un système qui a été développé par la compagnie Owens Corning. Puis, quand on arrivait au résultat que Owens Corning nous demandait, on a une maison qui est certifiée, prête à utiliser le solaire. Donc, c'est sûr, mettre le solaire, c'est vraiment beaucoup de coûts supplémentaires. Puis dans mon livre à moi, ça ne vaut pas la peine d'y aller en solaire parce que le coût du solaire, les batteries, le plomb contenu dans les batteries, l'acide, les batteries vont durer peut-être 5 ans. Il faut rénover, il faut changer les batteries. Les panneaux solaires ont une durée de vie de quoi? Jamais 20-25 ans maximum, je crois. Ça augmente de plus en plus, mais c'est à peu près ça, oui. Ouais, donc, on ne les jette pas après 25 ans. C'est juste une perte d'efficacité. L'investissement initial ne fait pas de sens pour mettre du solaire. Donc, quand même. Aujourd'hui, Owens Corning n'a plus ce programme-là, sont passés à autre chose. Mais ça reste que c'est une plus-value quand même sur la maison. Je pourrais peut-être préciser, c'est une promotion d'un fabricant d'isolants, mais en fait, il y a une certification nationale hors Québec pour le prêt pour le solaire, c'est-à-dire qu'on passe des tuyaux à travers les planchers ou les murs pour éventuellement passer des fils pour aller à la toiture ou des tuyaux pour un chauffe-eau. Un jour, ça va être rentable, donc on ne devrait peut-être pas, Benjamin, parce qu'on devrait mettre ça tout de suite dans toute construction ou rénovation majeure? Oui, c'est toujours une bonne idée. Ça donne un point LEED d'ailleurs, si on n'a pas de solaire, mais qu'on est prêt pour faire une transition rapide. Il y a des points avec LEED qui sont prévus pour ça. C'est toujours une bonne idée. Donc, concrètement, ce que c'est des conduits qui partent de la salle mécanique et puis électrique, qui vont jusqu'au toit ou à l'entretoit et puis qui sont capés, là. Donc, l'idée, c'est de percer l'étanchéité à l'air de la maison et puis de faire tous les systèmes d'étanchéité à l'air et à l'eau pendant qu'on construit plutôt que de les faire plus tard à un moment où ça va être moins facile et beaucoup plus coûteux. Donc, c'est ça. Il faut aussi qu'il y ait une orientation qui vaille la peine. Là, dans ce cas, c'est un toit plat, donc on peut choisir son orientation et puis son angle. C'est sûr que si on voit un projet avec une toiture qui est orientée au nord, même s'il y a les conduits qui sont tirés, on ne va pas donner le point, là. Donc, ça vaut la peine pour tous les projets qui sont bien orientés ou orientables avec les toits plats. Oui, bien orienté, effectivement. Moi aussi, je pense on va voir certainement plus de photovoltaïque au cours des prochaines années. Les prix ont chuté de 90% au niveau des panneaux. Les batteries au lithium s'en viennent de plus en plus abordables. On va servir des voitures aussi qu'on va brancher aux maisons pour stocker ou alimenter
en période de panne. Mais moi, je peux dire que j'ai des batteries au plomb chez nous, mais plus haut de gamme, là, avec ce qu'on consomme chez nous. On m'a dit que j'étais bon pour 25-30 ans, là, ces batteries-là, Surette, de fabricant. Et ce que Rémi Pratt, le grand expert du photovoltaïque, dit, c'est que c'est vraiment recyclé à 100% les batteries au plomb. Donc, en général, là, au Québec, aujourd'hui, j'oserais croire que c'est fait de façon responsable. Donc, il y a moyen de manipuler le plomb, mais c'est sûr qu'un jour, on voudra remplacer ça. On revient à toi, Jean. Donc, ça, est-ce que la photo ici, c'est la fin de ton projet? C'est ce que le bâtiment, c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Oui, ça, c'est le bâtiment final. L'original était pareil, excepté la couleur, bien entendu, mais elle est identique en tout point. On m'a demandé de respecter l'altimétrie, les dimensions. La seule chose qui change de l'ancien bâtiment, c'est qu'il est un petit peu plus long. Donc, il y a plus de surface habitable, mais sinon, c'est même largeur, même hauteur. Et aujourd'hui, on a un sous-sol avec de vraies fondations au lieu d'avoir des fondations de moellons, puis Ouais. un sol en dessus. Je voulais souligner d'ailleurs ce matin, quand on s'est parlé, tu m'as dit que tu avais eu un ingénieur qui avait écrit un rapport disant que vraiment le bâtiment est en train de s'effondrer. Comme tu disais, il y avait un mur qui risquait même de tomber chez les voisins. Oui. C'était pas une expertise de complaisance que tu as achetée pour démolir. C'était vraiment un saut d'ingénieur crédible, là. C'était rendu dangereux, hein? Oui, Puis, de toute façon, un rapport de complaisance, l'ingénieur fait partie d'un ordre professionnel. Le jour qui doute que le rapport est un rapport de complaisance, je ne pense pas que le gars, avec toutes ses années d'études, a le goût de perdre sa licence ou non. d'être mis à l'amende ou Ouais, suspendu. Donc, de toute façon, c'était évident. Lorsqu'on a visité la maison avec les gens de la ville, le mur arrière, j'ai appuyé mes mains, je faisais bouger le mur. Dans quelles conditions on est capable de faire bouger un mur juste avec la force humaine? Ils ont bien ouais, vu que ça ne tenait plus, là. C'était le gyps puis la peinture qui tenait ouais. la bâtisse. Mais malgré ça, on m'a demandé de rénover, ce qui ne faisait pas de sens dans ce cas-ci. Pas avec le produit initial que j'avais. Dans d'autres cas, oui, on aurait pu rénover, mais avec les infiltrations. Il mouillait dans cette maison-là depuis 5 ans. On avait des ratons laveurs, des pigeons. On avait de tout. Incroyable. C'était rendu un petit zoo. Incroyable. Alors, toi, Donc, tu as pas eu le choix de proposé à la démolir. ville de rebâtir avec la même façade, puis au début, on dit non, ça t'a coûté 2 fois des plans d'architecte? Oui, ben c'est ça. Le premier coup, ils m'ont dit si tu démolis, tu ne refais pas la même chose. Quand on démolit, c'est pour passer à autre chose. Ça doit évoluer. Tu vas nous faire un projet contemporain, nous rappelant l'ancien projet. Donc, mon architecte s'est mis sur sa table à sa table à dessin. Il a commencé à dessiner. Tout ce qui rappelait l'ancien projet, c'était les colonnes qu'on voit en façade là, avec les barottins pour le garde-corps. On faisait une entrée, un genre de sas extérieur, si on peut dire. Puis, quand on l'a présenté au CCU, ça a été refusé immédiatement. Ensuite, j'ai eu rencontre avec l'architecte de la ville. Je dis, c'est pas ça que vous vouliez du contemporain? Elle dit non, finalement, tu vas nous faire une copie conforme. Mais je voulais proposer au départ. Elle dit oui, mais elle dit, on a trop d'opposition de la part de l'Association des Amis du Boulevard Gouin, puis différentes parties que je n'ai pas tous connues parce qu'on dirait que c'est un petit peu secret. Donc, on est retourné à la table à dessin, puis on a fait une copie conforme de l'existant. Puis à ce moment-là, ça a été accepté. Après 30 000 de frais d'architecte au lieu de 15. Oui, Mm. 30 000 d'architecte. J'ai 60 000 en études. On a eu des études patrimoniales. Donc, on a remonté jusqu'à 1750 environ pour savoir qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain. On est allé vraiment loin. On a tout su l'historique, le pedigree de ce lot-là, qu'est-ce qu'il y a eu au fil des ans. C'était des fermes à l'époque. C'est drôle, en 1800 quelque chose, le type qui a vendu le terrain pour construire cette maison-là a demandé à ce que la personne qui l'achète ait une interdiction de bâtir une savonnerie, un saloon, ou c'est quoi? Il transformait de la houille de la vieille huile. Je me rappelle pas. C'était peut-être pour faire du goudron. Donc, il ne voulait pas d'industrie. On a pu tout lire ça. C'était plaisant, mais
Ça a coûté cher pour savoir ces trucs-là. Puis selon moi, quand on est rendu dans la condition qu'on était avec le bâtiment qu'on avait, c'était de l'argent lancé par les femmes. Ouais, C'est ce qu'ils voulaient. je pense pas que tu sois un promoteur multimillionnaire non plus. Il faut saluer Non. l'entrepreneur en solo qui a sauvé ce bâtiment malgré tout, qui Oui, ressemble. oui, oui. Bon, alors explique-nous ce que tu as pu conserver. Tu as finalement dégarni tous les murs, mais il fallait refaire les fondations. Ah, ben finalement, c'est la pelle excavatrice qui est rentrée, puis 24 heures plus tard, il n'y avait plus rien. Elle a été démolie complètement. Celle-là, ça, c'est une construction flambant neuve avec Ah un oui, plan les de murs aussi. garantie. Oui, il y a un plan de garantie sur cette maison-là. Donc, on ne pouvait pas rien récupérer, André. On avait de la moisissure sur les murs, environ, je te dirais, des ronds de 6 pieds de diamètre. C'est comme un système racinaire, c'est des racines partout, Eh mon partout. Dieu. On arrache le gypse, bien entendu, tout ce qui était en arrière, l'ossature, c'était la même chose. C'était comme des veines qui commençaient à pousser sur le bois. Les champignons s'étaient mis partout dans le bâtiment. Donc, ça a été Incroyable. démoli. OK. Ça a été Donc, démoli, on n'a pas eu le choix, on a enlevé les fondations. De toute façon, les fondations, le liant entre les pierres, qui était de la chaux à l'époque, ouais. il n'y avait plus rien qui se tenait là. On passait les doigts dessus, puis le sable tombait. Les racines avaient passé au travers des fondations. L'entrée d'eau, puis sanitaire aussi, les égouts, c'était fini, c'était brisé, c'était en terracotta. Donc, il n'y avait plus rien à récupérer, malheureusement. C'était des vieilles entrées d'eau en plomb en plus. Donc, ça devait Ouais, c'est être. triste que les villes permettent que ça se perde totalement. Les élus aussi ont des responsabilités quand on a une perte de patrimoine. Donc, dis-moi ce dont tu es le Exact. plus fier, les caractéristiques de la maison, l'enveloppe du bâtiment en premier. Pardon? Les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment? OK. C'est le système de Owens Corning, qui est un styrofoam à l'extérieur, un styrofoam R10. Tous les joints sont tapés avec du tape 3M, qui est un tape acrylique, qui est quelque chose d'extrêmement collant. C'est par vapeur, c'est par air. On peut l'appliquer au froid versus une membrane de type bitumineuse qui, elle, on doit utiliser un primer en plus. Puis s'il fait froid, c'est pas flexible, ça colle mal. Donc, non, le système d'Owens Corning était vraiment super. À l'intérieur, on a une ossature en 2x6 avec de la laine R24. Il y a, si je me souviens bien, il y avait un Tempest R4 en plus. Donc, on se ramassait avec R38 dans les murs. Au plafond, si je me souviens bien, j'avais entre R60 et R70 en cellulose. La dalle de béton, bien entendu, on n'a pas le choix pour être Nouveau Climat ou LEED doit être isolé. Dans mon cas, ça a été isolé à l'uréthane. Parce que je ne veux pas déposer des feuilles de 2 par 8 de styrofoam au sol avec les joints tapés, plus un polythène. Quand le gars arrive avec sa pompe à béton, puis qu'ils sont à peu près 4-5 gars à marcher là-dedans, puis les pieds glissent dans le béton, c'est immanquable. Le styrofoam va se séparer, il va casser. Hmm. Donc, je sais que les gens ne sont pas très, très forts sur l'uréthane giclé, mais tant qu'à mettre du styrofoam qui, au final, quand on va marcher dessus, qu'on va étendre le béton, on va le déplacer, j'aimais mieux y aller avec l'uréthane. Ça faisait une belle job uniforme, ça se tient, c'est solide. Ça coupe Puis, le il y a eu radon quand même un aussi. Oui, 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 oui. C'est, tu sais, dans le cas du bâtiment, il se fie sur le polythène contre le radon. Mais le polythène, encore là, quand le gars il marche avec ses bottes et il étend son béton, là, c'est sûr et certain que les joints TP finissent par se détacher. Donc, l'efficacité au final, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a parce qu'une fois que le béton est coulé, on ne peut pas voir en dessous. Donc, je préférais y aller à l'uréthane giclé Hmm. puis qui était moins de trouble aussi. Un dans l'autre, là, le coût de l'uréthane ou le coût d'acheter du styrofoam, de l'installer, de le taper, de mettre un polythène, il n'y a pas une grosse différence de prix. Par contre, au moins avec mon uréthane, je suis sûr de mon résultat. Tous les bouchons dans les solives, puis la solive de rive sont toutes faites à l'uréthane aussi. Donc, c'est de cette façon-là que je suis capable d'aller chercher une étanchéité à l'air supérieure que de mettre de la laine Roxul. Ensuite de ça, de descendre un polythène, d'aller taper un polythène. Veux pas, là, le tape,
ça a beau être du bon tape, là, mais après un certain temps, un bout de tape tapé sur une solive en bois, on s'entend que ça va finir par se détacher, tandis que l'uréthane, elle a simulé à la solive, puis elle bouge Hmm. tout. Benjamin, qu'est-ce Fait que tu que, en penses? Benjamin, je sais qu'Emmanuel a utilisé beaucoup la laine de roche dans sa maison, mais pas sous la dalle. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire une dalle étanche? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on ne mettait pas d'uréthane, par exemple? La laine de roche, ça marcherait. Faudrait rajouter du polythène par-dessus. J'avais un peu peur de la question. Parce que tous ces produits-là, c'est sûr que ça reste des produits qui sont issus des hydrocarbures. On adore le système Owens Corning avec de l'étanchéité à l'air par l'extérieur. C'est des gens vraiment géniaux qui poussent la science du bâtiment très fort chez eux. On les accompagne sur un projet à Mascouche en ce moment qui vise net zéro. Ouais. Pas juste ready, là, ça va être net zéro. Mais ça reste des produits issus des hydrocarbures qui ont un fort impact environnemental, surtout au niveau des agents gonflants. Donc oui, il y a des opportunités, mais malheureusement pour les sous-sols, les alternatives, c'est pas mal la laine de roche et à cause du fait qu'un sous-sol, c'est pas forcément très habitable, là, naturellement, si on cherche un abri dans la nature, on va pas creuser la terre pour se mettre dedans. C'est ça. Quand on habite un sous-sol, on est obligé d'utiliser des produits d'étanchéité qui viennent des hydrocarbures. Donc, tant qu'à en utiliser, bah, autant en utiliser des performants. Depuis quelques années, là, on est capable de trouver de l'uréthane giclé avec un agent gonflant qui a un potentiel de réchauffement Ouais. climatique beaucoup moins important que ce qu'on trouvait avant. Donc, c'est faux. Mais c'est ça. Si on veut aller plus loin, euh, sur la pureté des matériaux, là, si on veut dire. Mm. Il faudrait peut-être éviter de faire un sous-sol, mais on n'aura pas le choix de mettre du polyéthylène souvent, et puis peut-être utiliser de la laine de roche. Mais la laine c'est de roche, obligatoire. ouais, c'est ça. La laine de roche va avoir un impact environnemental pas négligeable non plus, puis ça prend beaucoup d'énergie à produire. Donc il n'y a jamais de réponse magique à tout ça, là. Mm. C'est ça. Faut dire Et- aussi, André, en tant ouais. qu'entrepreneur, on a la RBQ avec le Code national du bâtiment. On a la GCR qui est le plan de garantie construction résidentielle. Puis, en tant qu'entrepreneur qui détient une licence, on est dans l'obligation de résultat. Donc, oui, il y a des façons d'y aller de façon plus écologique. Par contre, en tant qu'entrepreneur, je dois m'assurer que le projet va aller bien au fil des ans. Puis pas la première, deuxième, troisième, cinquième année. Il faut que ça dure. Cette maison-là que j'ai démolie a duré 110 ans. Puis, on n'avait pas les technologies qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des meilleures technologies, des meilleurs produits. J'espère que les propriétaires existants vont y faire attention, puis qu'elle va pouvoir vivre 150 ans, cette maison-là. Mais avec tous les gens qui surveillent les entrepreneurs, plan de garantie, la RBQ, le Code national du bâtiment, on n'a pas le choix d'arriver à un résultat qui va t'offrir au travail des ans. Donc, la raison pour laquelle j'ai utilisé l'uréthane, c'est pour ça. C'est une tranquillité d'esprit. Je sais que je vais avoir la paix. Puis c'est quand même c'est solide l'uréthane, là. Donc, Mm. il y a ça. Des fois, comme on dit, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Il faut en prendre, en laisser. Oui, des Ouais. fois, je vais prendre une avenue un petit peu plus polluante, enfin, on va dire les vrais mots, un petit peu plus polluante, mais je sais que ça va durer longtemps, que je n'aurai pas besoin de le refaire dans 20 ans ou dans 30 ans. Parce que refaire une job 20 ans plus tard, on s'entend-tu que les matériaux initiaux, ils s'en vont dans les poubelles, on Casser doit aller une chercher dalle, des nouveaux surtout. matériaux pour recommencer. Donc, ce n'est pas payant. Puis au prix que les maisons coûtent aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ces choses-là. Ouais. Donc, c'est pour ça mon uréthane. Quand j'en ai besoin, je Ouais. l'utilise. Je ne suis pas gêné de le dire, mais au moins, Ben, je me creuse la on est tête. garant de résultat. Je me creuse la tête. Moi, quand j'ai construit en 98, on a mis 2 pouces de polystyrène, mais on avait une membrane WR Meadows, donc un polythène. Au lieu du polythène, une membrane vraiment épaisse qui ne va pas s'abîmer. Puis là, les dernières années, on voyait qu'Environmental Building News au Vermont recommandait le, comment ça s'appelle, la vitre cellulaire, je pense, un matériau noir, là. Et puis aussi la laine de roche. Le,
Le fond de glace? Oui, le fond de glace, oui, c'est ça, merci. Ouais. Qui n'est pas facile à trouver. Mais là, dernièrement, il disait que les laines de roche haute densité en panneau, qu'on pouvait mettre ça sous une dalle, qu'il n'y avait aucun problème au niveau de la résistance à la compression. Donc, pour moi qui n'ai pas vraiment expert, ce serait une alternative d'avoir une membrane épaisse comme ça, WR Meadows ou peut-être Suprema ou autre, et la laine de roche. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives sans pétrole, selon toi, Benjamin? Sans pétrole pour des sous-sols, non. Ce serait pas mal laine de roche. En fait, oui, il y a certains produits, mais vraiment de niche, qui se développent avec à base de champignons. Ouais, Ouais, j'ai vu ça passer. il y en a, mais c'est dur à trouver. C'est pas chez Et puis, Renault Dépôt. ouais, et puis faut accepter de servir de cobaye là, parce que bon, c'est dans les premiers. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait? Bah, c'est laine de Le roche. chanvre aussi qui Ouais, commence. chanvre, des matériaux qui sont pas putrescibles. Chanvre sous la Ça dalle. fonctionne. Ouais. Peut-être sur le mur, Ouais. euh, Des murs mais à d'Orano. condition que ce soit étanchéisé ailleurs, là. Mhm. Euh, Dernièrement, une rénovation de 1905 dans Outremont, fondation en moellon. Justement, tout la chaux de l'époque, le mortier de l'époque qui s'égrenait, on passait nos mains dessus, tout tombait en poussière. Puis on a creusé jusqu'à temps qu'on pogne du solide. Puis au final, on a retrouvé les services de Gabriel qui est venu avec du chanvre et de la chaux. Gabriel Puis Gauthier. ouais, Gabriel Gauthier, le résultat, moi j'adore ça, c'est merveilleux. Ouais. Donc, c'est pas comme de l'Adobe, mais ça reste c'est du chanvre et chaud, ça respire. Mhm. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Dans le neuf, je le sais pas, mais dans mes rénovations de maisons patrimoniales avec des fondations en moellon, j'aime le résultat. Puis, Ouais. ça respire. Ce qui est bien, c'est comme un petit échangeur d'air humidificateur naturel. L'été, il va absorber son humidité, puis l'hiver, en période de chauffe, il va la relâcher. Donc, Ouais. ça respire tout le temps, ça filtre ton air. Ça, Puis, c'est pas seulement pour les fondations, on peut faire aussi des murs, des divisions intérieures. C'est de la brique environ de 1,5 pied de long par 1 pied de haut, 6 pouces d'épais, qu'on finit avec un genre de crépi. Puis, le résultat est vraiment intéressant. Puis, ça respire, c'est ça qui est bien. ouais, il y a beaucoup de produits de chanvre québécois maintenant, vraiment intéressant. Oui, Alors, ta de plus en maison sur plus. le boulevard Gouin, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de vraiment particulier? Portes et fenêtres, entre autres? Portes et fenêtres fournies par La Flamme. Portes et fenêtres, les portes sont en fibre de verre. Les fenêtres, c'est des fenêtres à guillotine en fibre de verre. Donc, le transfert thermique est pas pratiquement nul, mais n'est pas très, très grand comparativement à un produit acier. Puis, ce qu'il y a de bien aussi que le manufacturier se vante, c'est que la fenêtre étant en fibre de verre et le verre lui-même est en verre, le coefficient de dilatation est sensiblement le même. Donc, l'astragale puis les caoutchoucs, tout le tour, ne sont pas tout le temps en train de travailler comme une fenêtre de PVC ou d'aluminium qui dilate à la chaleur et contracte au froid. Donc, les matériaux sont quand même assez stables, ce qui fait que le risque d'infiltration au fil des ans est réduit, étant donné que le verre transparent et le cadre de fibre travaillent ensemble à la même vitesse, pas au même taux de dilatation, mais quand même un taux assez similaire. Oui, ça va stresser moins l'étanchéité du thermos, c'est ça qui risque pas de Oui, s'embuer après oui, 10 oui, ans, oui. par exemple. Mhm. Tout le reste, mais le bardage est en bois. Les barottins et les colonnes sont en bois aussi. Les galeries sont en bois. J'ai pas de béton. Le seul béton qui est utilisé, c'est pour la fondation. Tout le reste, c'est du bois à grandeur. Les murs ont été préfabriqués par Évolution Structure. Donc, encore là, c'est fabriqué en entreprise, à l'abri des intempéries. Puis même si on monte la maison puis il mouille pendant qu'on la monte, le mur est protégé par un polythène. C'est juste quand on va mettre le deuxième étage par-dessus le premier qu'on retire le polythène, puis que tout de suite, on prend le polythène du deuxième étage pour le rabattre sur le premier étage, on va le taper. Donc, on n'a pas de chance que la laine pogne l'eau pendant la construction. Parce que on sait, si un jour ils vendent trop, on n'est pas capable de monter des murs, on ne peut pas les tenir. S'ils mouillent, on ne peut pas travailler, mais là,
qu'est-ce qu'on fait? On fait notre isolation au final. Tu sais, c'est juste pour accélérer les choses, avoir un projet qui se fait plus rapidement. Mhm. Donc, mes murs étaient tous stables. Donc, ça a été quand même assez vite. Je dirais 4 jours, monter le carré complet. Je pense qu'au 5e jour, on était en train de poser le plywood sur sa toiture. Mhm. Donc, c'est ça qui est bien, qui est le fun. Puis, c'est fait en usine, il n'y a pas de perte. La perte est minime parce que c'est les machines, c'est des machines CNC contrôlées par ordinateur. Donc, avec un 2x4, la machine va le couper pour qu'au final, il n'y ait pas de perte ou il reste un petit morceau ça de long. Donc, c'est ça qui est bien. Puis le bois à Versus une l'extérieur, c'est... construction. Oui, oui. Pardon? Je disais, le bois à l'extérieur, c'est sûr que c'est notre préférence, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais il faut le protéger, il faut bien le traiter aussi. La base des poteaux au sol, c'est sur du béton. Oui, oui, oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Le code du bâtiment nous exige un dégagement minimal entre le bardage et le sol. Ouais. Donc, on est obligé de s'y conformer. Fait que ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. Le bois aussi a été séché, ça passe au séchoir. Donc, tout ce qui peut avoir de vivant dedans est supposé être mort. Donc, il doit résister à la moisissure. La peinture c'est pas une peinture, c'est une teinture, donc ça ne va pas écaler. Fait qu'on n'a pas besoin de gratter puis d'avoir OK. des débris de peinture quand il faut repeindre. Ouais. Le manufacturier donne 15 ans de garantie sur le fini, 50 ans sur la pourriture. Puis si au bout de 15 ans, on repeint la maison avec les produits recommandés par le manufacturier de bois, il nous donne un autre 15 ans supplémentaires sur le fini. Donc, on se ramasse avec 30 ans de garantie sur le fini, puis 50 ans sur pourriture, moisissure. Mm. Donc, c'est intéressant, puis c'est beau. C'est plus beau que du Canexel ou Ben tous ouais. les autres produits synthétiques. Si tu le graphines, tu mets de la peinture dessus. Un Canexel que tu as graffiné, si tu remets de la peinture, ça va paraître. On voit les accros. Puis de l'aluminium, on peut le bosser facilement. Ça, la photo qu'on voit là, c'est mes tours de fenêtre qui sont toutes faites à la membrane 3M. Donc, habituellement, Benjamin, corrige-moi si je me trompe, mais habituellement, on demande de faire le bas et les côtés. Dans mon cas, ils sont faits à 360 degrés. Donc, peu importe ce qui peut arriver au fil des ans, s'il y a une infiltration d'eau, mon bois est tout protégé. On protège de façon à ce qu'on ne veut pas que l'eau rentre dans les murs. Ça pourrira Puis, on pas. a un petit angle aussi pour permettre l'écoulement d'eau si jamais il y a une infiltration. Ça, c'est notre tuyau d'évacuation du radon. Donc, sous la dalle, on se ramasse avec on va appeler ça un drain français. Donc, s'il y a du radon, ça rentre dans le drain. Bien entendu, là, présentement, il n'est pas fonctionnel. Qu'est-ce qui arrive? Les gens font des tests de radon. Si un jour, ils se rendent compte qu'ils ont du radon, tout ce qu'ils font, ils vont sur ce tuyau-là, ils installent un petit ventilateur qui va pomper les gaz radon à l'extérieur de la maison parce que le radon est plus lourd que l'air. Donc, de par lui-même, il ne voudra pas monter pour sortir par le toit. Donc, Je ça, vais c'est insister là-dessus. Je vais insister là-dessus parce que j'ai découvert que le radon tue environ 1000 Québécois par année, au moins ouais, le tueur 900. silencieux qu'ils l'appellent. C'est les... Oui, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Et C'est pour les ça. personnes qui fument, il y a une synergie, une Oui, mauvaise ça augmente synergie qui fait davantage. que... Mais j'ai été surpris Oui. d'apprendre, selon les estimations de Santé Canada, qui a été très laxiste pendant plusieurs années. Il disait qu'on intervenait seulement à 800 becquerels par mètre cube. Aujourd'hui, ils sont à 200. Les États-Unis sont à 150 depuis plusieurs années. L'OMS est à 100. Alors là, quand ils ont abaissé à 200 becquerels par mètre cube, ils ont augmenté le nombre de Canadiens qui meurent du radon. Et j'ai découvert que sur nos routes au Québec, c'est moins de 400 personnes, c'est entre 300 et 400. Et donc, le radon tue 3 fois plus de Québécois que les accidents de la route, mais peu de gens se préoccupent, en tout cas suffisamment, du radon. Euh, donc, il faut en parler. J'espère qu'il va y avoir des pubs à la télé comme aux États-Unis. Voilà pour mon Comme, commentaire éditorial. comme tu vois la photo avec le tuyau de radon, Ouais, ça, c'est au sous-sol. Donc, ma dalle est isolée à l'uréthane et l'uréthane a été prolongé à jusqu'en la haut de mes base. fondations. Donc, c'est un genre de cuvelage. Le radon ne pourra jamais rentrer dans cette maison-là. Ouais, La seule façon qu'il pourrait rentrer, c'est si un jour les tuyaux qui passent au travers de la dalle, l'uréthane l'étanchéité. finit par coller du tuyau, mais ça serait surprenant parce que ça colle en tabarnouche de l'uréthane. Ouais. Donc,
le tuyau est là, il peut être utile, mais je serais surpris qu'il doive servir un jour parce que c'est une construction qui est complètement étanche. Et puis, Parfait. il est rassurant, Oui, le oui, tuyau. oui. Il passe au travers de la toiture. Là, le tuyau il est capé présentement, mais le jour où ils en ont besoin, il installe le moteur. Le spécialiste en radon va lui dire à quel endroit l'installer, mais ça sera au sous-sol. Puis, ils ont juste à ouvrir le tuyau sur le toit, puis mettre un genre de petit chapeau là, pour empêcher que l'eau entre dedans. Ben, en fait, Ouais. même par pressurisation passive, le radon est censé être aspiré avec la chaleur du bâtiment et évacué en toiture sans ventilateur. Ce qu'on conseille toujours, c'est de tester les bâtiments, qu'ils soient neufs ou existants, surtout l'existant et surtout l'existant avec sous-sol. Donc pour ça, c'est assez simple à faire. C'est possible de contacter l'Association pulmonaire du Québec. On leur commande un petit dosimètre qu'on installe chez soi. On laisse au moins un mois, donc de 1 à 3 mois dans les périodes de chauffage. Donc, quand on ferme ses fenêtres, parce que comme ça, on va tester plus de polluants s'il y en a. On le renvoie en laboratoire et au moins comme ça, on est fixé sur ces concentrations de radon chez soi. On peut avoir des mauvaises surprises. Et quelquefois, d'un voisin à un autre, il y en a un qui en a beaucoup, il y en a un autre qui en a à des concentrations correctes. On ne peut pas savoir d'avance. Ouais. Tester, là, c'est savoir. Mais Je ça serais curieux. peut, ça va et ça vient, le radon. C'est la décomposition de L'uranium, le radium. l'uranium. C'est ça, donc. Et de ce que je comprends, c'est des poches qui se créent dans le sol. Le jour qu'il y a une construction majeure ou un mini tremblement de terre, puis que le roc craque, la poche se vide. Mais une fois que la poche est vide, c'est fini. Donc, si on ne fait pas nos tests, peut-être que cette année, on en a du radon, puis l'année prochaine, on n'en aura plus. OK. Donc, c'est ce qu'ils recommandent, de faire je crois, c'est quoi, il y a une recommandation, mais au moins annuellement, faire le test. On va Annuellement, je savoir n'ai si on a du jamais radon entendu ou on n'a ça, pas. mais c'est seulement 30 $. Puis j'ai vu qu'il y a aussi des appareils électroniques qui étaient contestés autrefois, mais aujourd'hui qui sont plus fiables. Mais je serais curieux de savoir, est-ce que vous n'avez pas testé? Cette maison-là, c'est devenu une maison, deux maisons attachées. Il y a un mur mitoyen. Je serais curieux de savoir le niveau de radon dans les deux maisons. Ça n'a pas été testé? Non, 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 je n'ai pas fait de test de radon. Oui. Tu as Je n'ai insonorisé pas entre les deux, fait. j'imagine? Comment? Tu as bien insonorisé entre les deux. Qu'est-ce que tu as mis? Entre les deux, j'ai deux pads R24, des barres résilientes de chaque côté, puis toute la maison au complet est faite en gyps 5-8 double de type X. Donc, j'ai deux épaisseurs. Le mur mitoyen a 4 feuilles de gyps 5-8. Donc, on n'entend jamais les voisins, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe à côté. C'est très, très bien isolé. Ouais. Les murs extérieurs, la même chose. J'ai 2 fois gyps 5-8. C'est une maison de prestige que j'ai construite. Ouais, j'aime Donc, l'escalier. l'insonorisation a été calculée. Pardon? J'aime l'escalier, c'est beau, la lumière passe à travers l'escalier. Oui. Bien vu. Puis, juste au-dessus de l'escalier, on voit qu'il y a de la lumière un petit peu sur le mur. C'est le puits de lumière. Donc, OK. ça, c'est un petit peu ma signature. Mes escaliers qui vont de l'étage au deuxième et au sol sont toujours superposés avec un puits de lumière. Donc, la lumière OK. entre, passe au travers de l'escalier et se rend au sous-sol. Puis Ah, ouais. aussi, mes lits sont faits en alu avec des marches en merisier. Fait que Mhm. j'évite de construire une grosse cage complexe avec beaucoup de matériaux. Au final, c'est un trou Ouais. perdu. Donc, j'aime mieux l'utiliser pour de la lumière Ben ouais, c'est très beau. avec des panneaux vitrés. Donc, ma lumière peut se répandre Mhm. aussi dans le bâtiment. Mhm. Ici, on voit la cour Donc, arrière. ouais, avec mon camion Éco-Entrepreneur Plus, Plus, on était rendu au paysagement à ce moment-ci. que signifie le plus? Le plus, c'est que j'ai fait des projets Novo Climat ou LEED. Éco-entrepreneur, à moins que ça ait changé, là, j'aimerais mieux laisser Benjamin l'expliquer, cette partie-là. Je vais botter en touche là-dessus. OK. Appelez au bureau, là, c'est ma collègue qui gère ça qui va être capable de répondre à tout ça. À l'époque, quand je me suis certifié éco-entrepreneur, on avait éco-entrepreneur, éco-entrepreneur plus, et si je me souviens bien, il y en avait un troisième dont je ne pourrais nommer le nom. Un éco-entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'engageait
à suivre les règles de l'écohabitation. Il y a ambassadeur, je Ah pense. oui, C'était ambassadeur, ambassadeur c'est ça. pour aller former d'autres personnes et puis ouvrir des projets, Exactement. sensibiliser. Ouais. Puis le Éco-entrepreneur Plus était un entrepreneur qui, lui, a fait déjà des projets LEED au nouveau climat. Donc, lui avait droit au plus. C'était mon cas parce qu'un projet sur Chambord était Énerguide. Mais justement, celui-là que tu nous as montré tout à l'heure, qui avait plus de toiture, celui-ci a été Énerguide. Il est passé de 4 changements d'air à l'heure à 1,2. OK. Donc, c'est ce qui me donnait Sensibilisation mon des plus. propriétaires. C'est un peu les critères de LEED qui viennent dans l'éco-entrepreneur, sans être certifié LEED. Ouais. Exact, oui. Ben, la certification LEED, ça s'applique vraiment à un bâtiment. Il peut y avoir des accréditations LEED, mais éco-entrepreneur, ça a été fait pour distinguer les entrepreneurs qui ont été un minimum formés sur l'environnement et puis qui s'engagent à appliquer tous les critères qu'on voit à l'écran, là. Donc, un minimum de 10 pratiques sur leur chantier, y compris la gestion des déchets, la sensibilisation des personnes. Donc, c'est ça, c'est un minimum de formation et aussi un engagement à faire certains critères qu'on a identifiés comme l'indispensable pour des maisons et pas que des maisons, des habitations et des constructions écologiques. C'est vrai, puisque Benjamin en parle, à ce moment-là, j'avais fourni de la formation, toutes les bonnes pratiques de la PCHQ. C'est tous des cours que j'avais suivis. J'avais suivi des cours en infiltrométrie au CLEB, qui est un laboratoire. Donc, le fait d'avoir toutes ces formations-là et d'avoir construit une maison Énerguide m'a permis d'accéder à la certification Éco-entrepreneur Plus. Mm-hmm. Là, je pense qu'on montre peut-être tes vieilles maisons encore. Oui, ça, c'est Chambord. C'est ça, elle, on avait des solives de seulement 8 pouces au plafond, au toit, donc pratiquement impossible à isoler. On a besoin d'un jeu d'air. Donc, on a enlevé le toit et on a mis des fermes de toit bourrées de 24 pouces pour être en mesure d'avoir une isolation. Si je me souviens bien, c'était R50 ou 60 dans celle-ci. Encore une fois, les 4 premiers pieds de mur ont été isolés. Je vais chercher des vieilles photos. Ouais, au final, c'est ce que ça a donné, là, la maison en briques Tudor. Puis c'est ça, moi, mes stationnements, au lieu de mettre du béton, de l'asphalte, je mets souvent des dalles avec des alvéoles. Donc, le gazon peut pousser au travers. Puis en même temps, quand il mouille, mais je ne deviens pas avec une surface qui est imperméable. Donc, au lieu que mon eau ruisselle s'en aille dans l'égout, puis se ramasse dans les cours d'eau, puis après on se demande pourquoi on a des inondations, mais c'est que notre sol est tellement drainé et n'absorbe plus l'eau qu'on finit par avoir des inondations. C'est pas grand-chose, c'est un petit stationnement, mais au moins il absorbe l'eau, mon petit stationnement. Dans les villes, c'est tellement important d'absorber les eaux de pluie. Hein. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a énormément d'inondations, puis on se plaint du changement climatique, mais on est en train d'aseptiser le sol. Tout est drainé. On draine les marais, on draine les zones humides, on draine la ville, puis on envoie tout ça d'un tuyau qui s'en va d'une rivière. Fait que si le sol n'est plus capable de retenir notre eau, qu'est-ce qui se passe? Ça s'en va dans la rivière, puis à un moment donné, la rivière, elle a beau être une rivière, mais elle n'est plus capable de supporter le débit d'eau qu'on lui envoie parce qu'on a tout coupé l'absorption de l'eau par la nature en drainant nos sols. Ouais. Donc, c'est pas grand-chose ce que je fais dans mes stationnements, mais c'est un petit plus. C'est mieux qu'une belle grosse plaque d'asphalte noire qui devient une îlot de chaleur. Ben oui, d'ailleurs, j'avais été impressionné. J'avais été impressionné d'ailleurs qu'à Écohabitation, vos premiers bureaux, vous aviez cassé le ciment sur le trottoir, sur la rue, pour faire vraiment créer un exemple. Hein? Même si c'est un petit impact. Oui. Ben, en ville, ça a pas mal d'impact, c'est sûr. Là. Et il n'y a pas de petits gestes. Là. Chaque projet qui se fait, on peut l'améliorer. Puis surtout dans l'existant, là, quelquefois, on peut renverser une tendance qui avait été faite sur le projet auparavant. Donc, il n'y a pas de petits gestes. Pas de petits gestes. Bien d'accord. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, Jean? Est-ce que les mentalités évoluent pour récupérer les vieux bâtiments et les verdir à Montréal? Est-ce qu'il y a plus de soutien aujourd'hui? Mais les gens
veulent les sauvegarder. Si on regarde l'Europe, c'est beau, ils font attention, mais la main-d'œuvre est peut-être plus qualifiée en Europe qu'ici pour bien entretenir les vieux bâtiments et aussi ils n'ont pas les hivers et les changements de température qu'on a ici, donc il peut passer plus facilement au travail du temps. Ici, les gens, ils ont de la bonne volonté, ils veulent les conserver, mais ça coûte tellement cher. Tu sais, la main-d'œuvre à 75$ de l'heure au Québec, là, je pense pas que c'est tout le monde qui a les moyens pour se payer cette main-d'œuvre-là pour rénover leurs bâtiments patrimoniaux. Donc, bien souvent, ils vont faire le strict minimum pour continuer à vivre dedans. Puis à un moment donné, mais l'usure, puis le temps les rattrape, puis ils sont plus capables. On n'a pas de subvention. La ville m'offrait à l'époque pour rénover Gouin, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était 15 à 20. Puis tous, tu sais, 15 à 20 de subvention, ça faisait aucun sens encore là. Ça ne valait même pas la peine de la rénover parce que ça coûtait une fortune. Donc, l'incitatif qui est offert aux propriétaires pour rénover, honnêtement, c'est pas grand-chose. Quand on dit qu'on va te donner 15 sur 100 000, là, c'est 15 000 dans tes poches. Il faut que tu en mettes 85 de ta poche. Donnez-en plus un peu ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura à faire à ce niveau-là, mais Benjamin, il y a le programme FIM, il n'a pas vraiment levé ce financement municipal pour les municipalités efficaces, Oui, ben, il innovateur. va lever, j'espère. J'adore ce programme-là. FIM, c'est un programme Financement très innovateur. innovant, très innovateur sur le financement. Donc, ça vient étirer le temps de retour sur investissement que tout le monde a en tête et sur lequel tout le monde se renvoie un petit peu la balle parce que quand on est propriétaire, on ne sait pas combien de temps on va rester dans un bâtiment, donc on va peut-être pas faire des rénovations. Le programme FIM, c'est un programme de prêt pour des rénovations efficaces c'est un programme de prêt qui était accordé par une municipalité pour faire des rénovations et le citoyen va rembourser ce prêt-là via ses taxes. Donc, si jamais il déménage, ça change rien. Le futur occupant va bénéficier du confort et de l'efficacité énergétique et le repayer via les taxes. Oui, Donc, c'est ça. Le prêt est rattaché à la maison et non au propriétaire. exactement. Et ça permet de s'enlever pas mal de blocages sur le temps de retour sur investissement. C'est vraiment génial. On l'a fait à Verchères, Varennes et Plessisville. On a fait un projet pilote. J'ai eu la chance de les inspecter. J'ai adoré ça. Là, ça va vraiment chercher des bâtiments de rénovation, des bâtiments qui sont encore chauffés au mazout, et puis de les faire sortir de cette énergie-là. C'était quand même un succès, là. On a eu un taux de rétention énorme sur le projet. On a eu énormément d'économies de gaz à effet de serre et d'économies d'énergie. Là, notre enjeu, il est financier. On travaille fort pour monter un fonds pour pouvoir le développer au Québec et peut-être dans des grosses municipalités comme à Montréal. C'est pas mort, là. C'est juste en développement financier pour OK. chercher un fonds. Ben, C'est ça qui nous manque. j'espère que les pionnières comme Victoriaville vont embarquer parce que c'est vraiment génial comme concept. Jean, en Ouais. conclusion, j'aimerais saluer ton dévouement pour la cause, malgré les vents et marées. Et puis, on termine ici avec un toit étanche. Je dis toujours aux gens, mettez plus d'argent sur vos toitures et vos fondations. Il faut prendre le temps, hein, si on veut que nos bâtiments durent longtemps. oui, c'est important d'avoir un imperméable puis un parapluie. Parce que pas d'imperméable, pas de parapluie, mais l'eau rentre. Et prévoir l'écoulement parce qu'on sait que l'eau risque de rentrer une fois dans un bâtiment au cours de sa vie. Moi, ce qui m'avait surpris, Oui. c'était la pose des fenêtres quand j'ai découvert qu'il faut vraiment pas mettre de calfeutrage sous une fenêtre pour que l'eau s'échappe si jamais ça coule. Le seuil doit être penché vers l'extérieur avec des membranes Oui. et tout ça. J'ai dit, mon Dieu, pas grand monde qui font ça, prévoir l'écoulement de l'eau sous une fenêtre ou un seuil Ouais, c'est de porte. obligatoire. Ben, dans le cas d'une construction neuve, c'est obligatoire. Il y a une norme qui régit ça. Puis maintenant, on doit mettre des solins. Sur le dessus de la fenêtre, ça va être un solin des Aridel qui est comme deux petites oreilles. Puis en bas, notre seuil de fenêtre, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 6 degrés de pente vers l'extérieur. Puis bien entendu, comme tu dis, si on va mettre du caulking, mais l'eau va rester emprisonnée, fait qu'on se cause encore plus de problèmes.
C'est pas le par-air de toute On a façon, beaucoup de le choses à caulking. savoir. Hein? Pardon? Le calfeutrage, c'est pas le par-air de toute façon. Le par-air, il est dans le mur, du côté chaud. Non, non, c'est un plan de protection. C'est comme le premier plan de protection pour les ouvertures. C'est notre caulking. Puis si l'eau réussit à entrer, mais notre angle sur le bas de fenêtre ou notre solin avec les petites oreilles va rediriger l'eau vers l'extérieur du bâtiment. C'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à éloigner l'eau du bâtiment. Il faut faire l'effort d'être anxieux avec tous les détails de coupe. Faut imaginer le pire et puis penser à comment est-ce qu'on va évacuer l'eau dans tous les endroits possibles et imaginables. Ouais, c'est pour ça que mes tours de fenêtre sont tapissés à 360 degrés avec de la membrane 3M. Puis même, je ne sais pas si les gens voient le balcon qu'on voit présentement, Ouais. la membrane noire, c'est une membrane soudée. C'est pour Ouais. empêcher. Puis même, la membrane remonte sur le mur d'environ 1 pied. C'est ce qu'on Donc, voit. si l'eau entre dans le balcon, mais elle va s'éliminer, elle tombe sur une membrane bitumineuse qui a, elle aussi, un angle pour évacuer l'eau vers l'extérieur. Donc, on met toutes les chances de notre côté parce que quand l'eau commence à rentrer, c'est dur à trouver, puis ça peut faire des beaux dommages. Des fois, avant qu'on s'en rende compte, ça fait des années que ça rentre. Ben oui. Et si l'eau rentre sous la fenêtre entre les foraines, ça va couler derrière et jusqu'en bas? Ben, avec le système pareil de Owens Corning et les joints tapés, l'eau va sortir, l'eau va passer entre le styrofoam rose et le bardage de bois, le déclin, puis elle va sortir par en dessous par la petite grille anti-vermine. C'est là qu'elle va sortir, mais on n'en veut pas d'eau, mais c'est quand même mieux qu'un Tempest ou un Aspenite qui, elle, va finir par gonfler à l'eau. Parce que le styrofoam ne veut pas être imperméable. Donc oui, même si l'eau réussirait à rentrer derrière le bois, par elle-même, elle va s'éliminer, elle va glisser jusqu'en bas, puis elle va sortir au niveau de la fondation. Bien, merci beaucoup, mes chers Benjamin et Jean. Je vais référer les gens donc à votre site web ecohabitation.com et c'est CPJS, hein? CPJS, ton site Oui, encore, sur Écohabitation, je l'ai je ici. devrais y être. Oui, on voit Ouais. les constructions du patrimoine dans l'annuaire. Je n'ai pas de site web, Ah, étant donné que... ah non, ça, c'est pas Non, ton ça, c'est pas site. moi. OK. Non, 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 non. Ça, c'est quelqu'un qui va être bon comme moi. Donc, tu as une page Facebook? Oui, moi j'ai une page Facebook. Malheureusement, je ne l'entretiens plus beaucoup, ma page Facebook. J'ai tellement de projets, puis je fais mes choses seul, donc je peux les superviser de A à Z. Donc, je ne l'entretiens pas beaucoup, mais je suis toujours actif. Ce n'est pas à cause que la dernière publication date de quelques années que la compagnie ne fonctionne pas. C'est juste que j'ai trop de temps de chantier à faire. Quel Mais c'est luxe moi, ça, d'être trop c'est occupé. moi. Justement, c'est la maison sur Gouin, ça, qu'on voit là. C'est ça. Ah, puis la petite photo, Ça ici? comment un caméo qu'on appelle ça? Oui, La petite, profil, oui. la petite photo de profil, ça, c'est une maison dans Sourd-Récollet qui datait de 1780 Ah, avec des poutres en cèdre. ouh! Donc, là, je l'ai supporté, cette maison-là. On voit la fondation de moellon. Donc, toutes mes poutres qui étaient des cèdres coupés en deux, je les ai retirées pour mettre de la solive de bois parce que c'était cotis, justement, de la pourriture sèche. On touchait avec nos doigts, puis le cèdre s'effritait tout seul. Donc, on a supporté la maison au complet pour tout enlever sa structure, puis lui remettre une nouvelle ossature en sous-œuvre. Ah oui, c'était une grosse job, celle-là. Ouais, c'est du beau travail. Mais Oui, sur ça, mes j'avais de la chers, terre. ouais, Pardon? sur ça, ben, je dois vous quitter. Alors, je vous remercie infiniment, puis on invite les gens à vous rendre visite via le web et les formations des cohabitations également. Bon, ben, merci beaucoup, André. Merci. Merci à vous. Salut. Bye bye. Bye bye.